La tournée mondiale de Beyoncé, c'était un truc hyper attendu. J'étais l'un des seuls Français à avoir l'opportunité d'y aller. Tu vois des millions et des millions d'argent à injecter. Moi, je suis seul avec moi-même, je connais personne. Tous des Américains, j'ai mon téléphone avec moi, je suis perdu. C'est trop gigantesque en fait. Quand je suis sorti de Nancy, de base, je ne savais pas c'était quoi un styliste. Et maintenant, en fait, là, cette année, en 2025, j'ai réalisé mon premier défilé pendant la Paris Fashion Week. C'était vraiment un rêve, j'ai réalisé ça. J'en suis très très fier. Bonjour à tous et bienvenue sur Vive, le média validé par l'Hexagone. Aujourd'hui, on est sur notre format hebdomadaire extra. On le reçoit des personnalités avec des vies atypiques. Et aujourd'hui, l'honneur est à Marvin. Bonjour Marvin, comment vas-tu? Bonjour Mélissa, merci de me recevoir, ça va super. Merci d'être là avec nous. Tu vas nous parler de ton parcours, de ce que tu as fait dans la vie. Est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu pour qu'on en sache un petit peu plus? Bien sûr, moi c'est Marvin, designer, directeur artistique et fondateur d'une marque donc, dans l'industrie de la mode principalement. Le nom de cette marque? MCD. MCD. Du coup, tu es originaire de Nancy. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as mis ce pied dans la mode, dans ce milieu, on pourrait dire parfois vraiment exclusif à la capitale? Toi, tu es de Nancy et tu commences à découvrir ce milieu. C'est ça, en fait, j'avais pas le choix. La province, la petite ville de Nancy, qui compte, je crois, 120 000 habitants. Et pourtant, on pourrait se décentrer un petit peu de ce microcosme parisien, parce que toi, tu as 17 ans, tu es dans ta province et du coup, tu commences à faire tes premières créations. Exactement. Pas besoin d'être parisien. C'est ça, non pas besoin, je pense pas besoin, tu peux démarrer de n'importe où en fait, quand tu es créatif, t'as pas besoin d'être à un endroit précis. Je me souviens juste que toute la partie collège-lycée s'est passée là-bas et que c'est comme ça que j'ai vu au fur et à mesure durant mes années de seconde, première et terminale que la mode, il y avait quelque chose à faire. Donc c'est venu petit à petit en fait, c'est le cocon, c'est la zone de confort que j'avais aussi, que j'ai dû quitter après par la suite. Mais à ce moment-là, quand on était à Nancy, ouais, j'étais encore adolescent, j'étais même pas encore majeur. Ouais. Bon, on va pouvoir parler de cette transition entre... De toute façon, tu as bougé un peu partout. Qu'est-ce qui t'a animé? Du coup, tu as 17 ans. C'est quoi tes premières inspirations? Qu'est-ce qui te dit j'ai envie d'être créateur, styliste? Il y en a qui veulent être astronautes, qui veulent être policiers. Ouais. Toi, tu veux être dans la mode. La première chose, en fait, je pense que c'est l'éducation. Il y a une éducation, en fait, c'est que moi, je suis le seul fils. Et je sais que mes parents, surtout mon père, il attendait surtout ça. Donc pendant toutes mes premières années, en tout cas d'enfance, d'adolescence, j'étais chouchouté. J'étais toujours très, très apprêté avec les derniers vêtements sur moi, etc. Ce qui m'a aussi fait prendre goût, en fait, au style, à l'image qu'on peut donner. Et puis après, ça s'est intensifié en fait au fur et à mesure des années de lycée et du collège. Moi, je faisais toujours attention à ce que je portais à la rentrée, les dernières paires de chaussures. On était tous comme ça. Quand on revenait de vacances scolaires durant l'été, on revenait tous avec des beaux vêtements, des beaux... Mais c'est vrai qu'on réfléchissait. Voilà. Moi aussi, je réfléchissais ma tenue, je la mettais sur ma petite chaise comme Exactement. Ça. Donc moi, c'est comme ça que ça s'est venu. Et puis après, surtout que j'ai commencé à dessiner. Alors, je dessinais très mal. Vraiment, dans mes années 15-16 ans, je dessinais extrêmement mal, mais je dessinais quand même. C'est là où mes idées sont venues. Voilà, c'est le fait aussi d'avoir aussi des petits mots, des petites phrases qui venaient de mes parents, de mon père surtout, de ne pas être comme monsieur tout le monde, d'essayer de faire quelque chose dans l'entrepreneuriat. Donc tout s'est relié en fait. Aimer la mode, aimer le fait d'être différent, c'est comme ça qu'après tu crées tes propres choses et tu peux potentiellement plus tard vouloir créer une marque, quoi. Parce que du coup, déjà au collège, tu te détaches un petit peu avec ton style vestimentaire. Est-ce qu'on se dit... Parce que c'est quand même pas habituel, et c'est dommage que ça soit pas, qu'un garçon commence à avoir un goût pour la mode au collège. En général, on s'en fiche un petit peu, on n'est pas coquet. Toi, tu commences quand même à le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent « oh, il se la pète » ou je sais pas? C'est vrai qu'il y a beaucoup de camarades à cet âge-là qui font pas forcément attention. Ils s'habillent pour s'habiller, j'ai envie de dire. Moi, j'ai pas eu l'opportunité de beaucoup exploiter mon style vestimentaire quand j'étais au lycée, surtout, parce que j'étais en école d'hôtellerie. École d'hôtellerie, on devait être en costume. Tu peux pas exprimer du coup. Non, on devait être en costume, cravate. Et moi, en fait, justement, ça me bloquait. J'étais très frustré à cette époque-là. Moi, en fait, tout ce que je voulais, c'était finir les cours. Et justement, à 16-17 heures, quand on finit les cours, on prend un petit goûter. Mais moi, je faisais pas ça. Moi, je me pressais pour aller dans les vestiaires du lycée, me changer et montrer mon style enfin. Ouais. Donc, normalement, tu finis tes cours, tu pars, en fait, tu rentres chez toi. Mais moi, en fait, je voulais tellement montrer mon style, tellement montrer aux gens de quoi j'étais capable, qui j'étais. Parce que pour moi, c'est la meilleure façon de s'exprimer en termes de personnalité, c'est le vêtement. C'est la première chose qu'on voit sur toi. Et c'est vrai que moi, j'avais pas peur de ça, mais j'étais super frustré à l'époque. J'avais du mal encore un peu à pouvoir me montrer vraiment, réellement. Mais c'est venu au fur et à mesure. C'est venu au fur et à mesure des années, après. Et puis c'est pour ça qu'après, il y a eu
grands chamboulements dans ma vie. Alors, c'est une question qu'on s'est posée aussi en écrivant les questions, c'est est-ce qu'il y a une différence entre styliste et créateur? En fait, j'ai plusieurs casquettes, mais au départ, moi, j'avais toujours voulu travailler dans la mode sans vraiment savoir. Et c'est au fur et à mesure des années que j'ai commencé à comprendre les métiers, mais je suis vraiment rentré dans la mode quand j'étais styliste. Mais styliste habilleur, conseiller image, styliste image. Donc là, quand tu es styliste photo, tu es plus pour justement prendre soin de ton client. Ça peut être un artiste, ça peut être une marque, ça peut être un gala, un festival, habiller surtout du coup de tout. Ça peut être des chanteurs, des acteurs, etc. Et prendre soin d'eux, les habiller, dénicher des vêtements. C'est un peu personal shopper aussi. Voilà, ça peut être aussi un peu comme un personnel shopper. Mais le métier de styliste, c'est vraiment un conseiller image. C'est vraiment, il est là pour mettre en valeur ta personnalité, ton style, le mood que tu vas apporter aux gens, ce que tu veux montrer, l'image que tu vas apporter. Et là aussi pour créer une identité visuelle autour de toi, comme plein d'artistes, comme The Weeknd, etc., comme plein de choses, ils ont tous des stylistes. Tous les artistes ont des stylistes. Et après, tu as créateur. Alors là, créateur, c'est vraiment, tu dessines, tu prends le temps de faire des vêtements, tu as une direction artistique bien précise pour toi. Mais le métier de styliste, c'est ça principalement. Ok, et là, tu nous parles de The Weeknd, mais on sait que tu as quand même collaboré avec des grands artistes. Donc, dans la francophonie, on peut parler quand même de Dadju. Oui. Et tu as aussi fait partie de l'équipe, et là, quand même, Beyoncé, Queen Bee. Ouais. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu arrives là-dedans? C'est un parcours assez long. Franchement, j'ai pas du tout réussi comme ça. J'ai même pas envie de me dire que je réussis encore parce que moi, je suis encore novice en fait dans le métier, dans le sens où il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Mais au départ, quand je quitte Nancy, que je m'installe à Paris tout seul, pendant mes 2 premières années où je vis tout seul à Paris, à Épinay-sur-Seine, et ben du coup c'est là où je me développe déjà moi personnellement sur mon style, et c'est là où je deviens styliste officiel. Je prends vraiment le statut de styliste et je commence à justement habiller un peu tout, des rappeurs, des chanteurs, etc., que ce soit étrangers ou francophones en tout cas, de tout. Et ça vient grâce à Esprit Noir, grâce à Dossé, grâce à Dadju, grâce à beaucoup de monde en fait au final, jusqu'à atteindre les US avec Cardi B en 2022. Quand même. Et après, c'est là où ça s'est enchaîné, mais le fait de passer d'un artiste, en tout cas français, à un artiste américain ou du moins international comme Beyoncé, qui pour moi c'est le top 1, il n'y a rien au-dessus d'elle. C'est surtout du culot, faut y aller. Vraiment, faut y aller, faut pas avoir peur, faut pas être timide, faut être présent à tous les événements, faut être là à la Fashion Week, faut parler aux gens parfois. T'as pas forcément envie de leur parler. Il y a des personnes. C'est dur d'aller voir les gens dans les événements, c'est ça. Cette timidité. Il y en a. Passer pour un gros lourd. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut faire, c'est le petit conseil que je donne à chaque fois, c'est vaut mieux s'intéresser à l'autre avant que l'autre s'intéresse à toi. Parce que tu débarques comme ça, on te connaît pas. Si tu essayes de toujours être le centre de l'attention, d'être le nombril du monde, ça marche pas comme ça. Il faut d'abord essayer de trouver comment la personne peut s'intéresser à toi. Donc, tu pourrais te raconter comment ça s'est passé l'histoire de Beyoncé. Mais ouais, on veut en savoir plus. Attends, okay. Du coup, c'est lors de sa tournée, Renaissance 2023. Ouais, exact. Et Renaissance pour le tour. Tu l'as suivi partout? Non, alors moi, j'ai fait surtout la préparation. Bon, en fait, Renaissance pour le tour, ça s'est majoritairement fait à Paris. Pendant 1 mois, elle avait privatisé la Défense Arena, qui contient quand même plus de 40 000 places à la base, donc c'est gigantesque. Elle a juste privatisé pour faire des répétitions, la scénographie, le stylisme, etc. Et j'étais l'un des seuls Français à avoir l'opportunité d'y aller. En fait, c'est la maison mère Paris, la maison mère de la mode, des vêtements. Donc en fait, quand j'ai compris que son équipe venait à Paris... Même pour les Américains, du coup. Ouais. Qui sont très chauvins, quand même. Mais exactement. Même, mais au final, ça se passe à Paris, principalement. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris et qu'on ne sait pas. Vraiment, beaucoup. Mais là, pour le coup, ça, j'étais surpris. Je ne m'attendais pas à recevoir en fait un texto un soir de justement, voilà, un petit texto que j'ai reçu... d'un membre du staff et une famille éloignée en fait de la personne. Elle fait partie de la famille, c'est un cousin en fait de Beyoncé qu'on se suivait mutuellement sur les réseaux, et je reçois un petit message assez tard et il me fait comprendre qu'il a besoin de moi pour un projet que au départ je connaissais pas, un projet vraiment au début il te dit pas c'est pour qui? Non, au début il me dit pas c'est pourquoi. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait quand j'arrive justement jusqu'au jour J, jusqu'à l'heure à laquelle il m'a donné, quand j'arrive, je sais toujours pas pourquoi je dois aller à cet endroit, à la Défense Arena. Et c'est quand j'arrive que je vois une équipe monstrueuse, que je croise tout le monde, Jay-Z, Blue Ivy, sa fille,
et dont aussi Beyoncé, et c'est là où tu réalises que tu vas faire quelque chose de grand, mais c'est sûr que T'as pas l'étape... une dissonance cognitive à ce moment-là? Attends. Je réfléchis même plus, hein. C'est Franchement, vraiment elle. j'arrive, je réfléchis pas, hein. Franchement, je réfléchis pas du tout. T'arrives, déjà, t'es privé de ton téléphone, t'es privé de plein de choses, donc Ouais. déjà, moi, je suis seul avec moi-même, je connais personne, c'est tous des Américains, j'ai pas mon téléphone avec moi, je suis perdu. J'arrive là-bas, je suis perdu, je sais pas quoi faire, c'est trop gigantesque, en fait, ce qui se passe là-bas à ce moment-là. C'est pour éviter que tu snappes un truc et que tu fasses Ouais, clic, non, tu peux pas faire ça. C'était un cadre de travail qui était assez intense à ce niveau-là, mais pour le coup, moi, je regrette pas, c'était incroyable. Mais c'est beau quand même, tu vois, qu'ils te disent pas en amont c'est pour qui. Ouais. Je me demande si c'est pas, tu sais, c'est pas un petit test pour tester un peu ta motivation. Ouais, Pour aussi. voir, est-ce que c'est juste parce qu'on va te dire Queen Bee que du coup t'es ultra chaud, ou en fait c'est juste un mec qui kiffe le taf et qui est passionné par ça. Et tu penses qu'il y avait un petit peu de ça là-dedans, ou c'était Moi, je vraiment pense juste pour taire un peu de confidentialité, quoi. Ouais. Je pense que lui-même, il n'avait pas le droit de trop de donner d'informations pour qui, en fait, il me faisait travailler. Je pense que quand il a envoyé le message, c'était vraiment juste un appel, vraiment un appel à l'aide, mais juste, bon, on a besoin de tes compétences, tu vois, donc on veut de toi. Mais pour le coup, quand il me contacte, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. Et lui-même, je pense que c'était pas vraiment un test, mais juste, voilà, est-ce qu'il va réussir à garder la confidentialité qu'il y a autour de la Renaissance World Tour. Vraiment, la tournée mondiale de Beyoncé, c'est un truc hyper attendu. Donc, si on commence à spoiler la scène, spoiler les vêtements, spoiler qui travaille là-bas, mais tu foires tout, quoi. Tu foires des millions et des millions d'argent à injecter. Donc, c'était même lui-même, je pense que lui-même, il était en plein test, lui-même, tu vois. Ouais. Donc, Et du coup, c'est quoi le plus gros défi quand tu arrives là-bas? Quand j'arrive là-bas, déjà, c'est m'adapter. Le plus gros défi, c'est m'adapter. Je vais devoir aider à construire des vêtements, toucher des vêtements qui valent très cher. À ce moment-là, quand tu arrives, tu es dans un autre monde. Là, tu es dans un monde qui... Tu touches le plus haut. Épiner sur scène. Ouais. Là, tu n'es plus à épiner sur scène. Waouh. Mais je réfléchis même pas à tout le parcours que je fais. Je vis à l'instant présent, vraiment. À aucun moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je me disais, mais en fait, si je suis là, c'est que vraiment, peut-être que je le mérite, tout simplement. Ouais, c'était la place. Mais après, le plus gros effort, c'était durant toutes les semaines de travail qu'il y avait. Donc, c'était des journées intenses, surtout que c'était des journées à l'américaine. Donc, quand tu es payé à la journée, tu es payé à la journée. Tu peux travailler de minuit à minuit, tu es payé à 24 heures. Tu n'es pas payé comme ici. En France, tu es payé 8 heures. Tu es payé 8 heures pour 8 heures de boulot, 9 heures de boulot, tu prends ton cachet. Là-bas, si tu es payé 300 € la journée, tu travailles jusqu'à qu'on te dise que tu as fini de terminer. Donc c'était très intense, très intense. Toute la journée, tu as avec des vêtements, tu repasses des vêtements, tu mets des vêtements sur des portants, tu tries des vêtements, tu déballes des cartons, tu emballes des cartons. Toute la journée. Car au final, oui, c'est vrai que c'est beau, le métier de styliste, t'es proche des célébrités, tu les habilles, tu les touches, tu leur parles. Mais il y a un effort physique intense à faire. Oui, c'est un vrai travail. Ouais, c'est pas que des paillettes. Ouais, et non, vraiment pas. Pour le coup, c'est pas que des paillettes. Et parfois même, ça peut être un boulot qui est, ce que je pourrais dire dénigrant, tu sais, qui est un petit peu en mode, ouais, un peu ingrat, tu vois. C'est comme un voiturier, un chef privé, un concierge, etc. Tu es vraiment au service de l'autre tout le temps. Tu penses qu'il manque un peu de reconnaissance parfois dans ce que tu faisais? Il peut manquer beaucoup de reconnaissance. Aujourd'hui, là, depuis ces dernières années, depuis que le Covid s'est terminé, tout ce qui est DJ, photographe, journaliste, etc., c'est beaucoup mis en avant. Maintenant, limite, on doit prendre un journaliste parce que lui, il est, voilà, ou parce que voilà, le photographe, il va faire ramener du monde, etc. Ouais. Maintenant, les métiers dans l'ombre, ils sont vraiment mis en avant, comme le métier de styliste. Il y a des stylistes qui commencent à être un peu reconnus. Mais sinon, il y a une certaine époque où, franchement, tu m'habilles, ok, c'est bien, merci. Moi, quand je suis sorti de Nancy, de base, je ne savais pas c'était quoi un styliste. À la base, je ne savais pas c'était quoi un styliste. Pour moi, un styliste, comme tout le monde, je pense que c'était, voilà, un couturier, voilà, styliste, pour moi, c'est penser à la mode, mais sans plus quand j'ai 16-17 ans, quoi. Et c'est quand j'arrive à Paris, c'est là où je me rends compte c'est quoi réellement le métier de styliste, et j'en prends possession. Mais c'est pour te dire à quel point on peut driver aujourd'hui de métiers comme ci, comme ça. Mais je pense que des figures comme Karl Lagerfeld, c'est juste qu'en fait, il a déclenché quelque chose dans notre génération à nous, qui est d'être son propre influenceur. Comme Virgil Abloh, comme Olivier Rousteing, comme Jacques Mus, etc. Aujourd'hui, tu as besoin d'être ton propre influenceur pour que ta marque, elle fonctionne, j'ai l'impression. Ça ne fonctionne plus. Faut incarner. Ouais, faut incarner. Les gens, ils veulent savoir ce qui se passe dans les backstage. Ils veulent connaître la personnalité du créateur. Sauf si tu as un capital immense et que tu peux payer des gens, truc. Mais
Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on met des Pharrell Williams pour élever, qu'on met... C'est vrai que c'est de plus en plus Voilà, d'artistes exactement. qui sont Asap deviennent Rocky pour créateurs. Eban, Ouais. Jaden Smith maintenant pour Oui. le Louboutin, etc. Maintenant, on a besoin d'une figure, on a besoin de quelqu'un qui puisse représenter quelque chose et pas juste la marque. On veut savoir c'est quoi le visage derrière. Et ça, je pense que c'est venu justement grâce aux grands créateurs, évidemment, comme tout, quoi. Mais vraiment, Christian Dior, etc., c'est des figures qu'on connaît, mais connaître le visage de quelqu'un derrière une marque, pour moi, ça date pas non plus de 50 ans pour moi. C'est c'est grâce à certaines personnes, certaines figures qui ont cassé ça, qui ont dit on doit se montrer. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, où c'est de plus en plus de personnalités, même issues de la culture hip-hop, qui arrivent dans la mode. Ouais. Oui, Pharrell Williams, c'est quand même incroyable ce qui se passe. Tu penses qu'il y a vraiment... Toi, tu as commencé dans ce milieu-là. Ouais. Dans ce milieu, moi, j'aime pas le mot urbain pour parler de ça, donc vraiment parler de culture hip-hop. Okay. Il y a un lien fort entre la mode et ces milieux-là. Ouais, parce que pour moi, personnellement, la mode, t'es obligé de passer par ça. Le monde de l'entertainment et du hip-hop et de tout ça, pour moi, t'es obligé de limite, c'est relié. Si tu veux évoluer, que tu veux faire rêver, la mode, c'est fait aussi pour faire rêver. Pour moi, voilà, tout le monde va avoir tel ou tel sac à main. C'est des choses comme ça. Et pour moi, le hip-hop, en fait, c'est surtout que c'est un truc qu'il faut montrer. Il faut prouver. Culturellement, c'est fort. La mode, culturellement, c'est fort. Donc les deux, quand ils matchent ensemble, c'est dingue. On peut pas... à tous les défilés, maintenant, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui est dans ce milieu-là. Dans le milieu du rap et tout, tu es obligé. Ça colle maintenant, c'est logique. Même pour moi, là, en fait, tous ces choses-là, en fait, tout ce qui est artistique, ça peut se relier. Tu vois, un danseur, un acteur, un chanteur, un comédien, etc. Tout va se relier parce qu'on est là pour mettre en avant. On va être mis en avant tout le temps, H24. Donc ouais, mais après, c'est vrai que le fait de mettre des figures comme Pharrell Williams ou autre, c'est surtout intelligent. Après, ça peut être business, c'est marketing. Ouais, mais après, c'est légitime aussi. Il y a un parcours derrière. Je pense pas que voilà, il a pas été à la tête de la direction artistique de lever comme ça. Je pense que c'est aussi parce que il représente des choses, etc. Mais quand tu développes de base en tant que styliste et après tu souhaites être directeur artistique, c'est un long parcours. Franchement, atteindre une maison de luxe comme celle-ci, c'est que faut que tu envoies. Vraiment, faut que tu sois quelqu'un. Du coup, est-ce que tu es d'accord avec l'adage, l'expression qui dit la banlieue influence Paname et Paname influence le monde? Ou la province, du coup, parce que là, on parle que de banlieue. Ouais. En tout cas, Paris, ça influence le monde, ça, c'est certain. La banlieue, pour moi, en fait, c'est pareil, mais en fait, ça peut venir de partout, de toute la France, en fait. Pour moi, c'est toute la France qui influence Paris et Paris après. Pour moi, Paris, c'est une ville-monde, en fait. C'est juste une ville lumière, c'est une ville vitrine. On va quand même revenir un petit peu plus en détail sur ton parcours pour ceux que tu es en train de faire rêver là, avec tout ce que tu racontes, qui peut-être ont envie de s'inspirer de tout ça. Tu nous dis que tu as d'abord fait une école hôtelière. Ouais. Donc on est vraiment loin de la mode parce que c'est hyper strict. C'est hyper strict. Tu changes jamais, tu étais le même du lundi au vendredi. Exact. Tu es étudiant. Comment tu passes de cet amateur-là en école hôtelière à ok, là je suis dans l'équipe de Beyoncé? Déjà, mon parcours de lycée dans l'hôtellerie, je l'ai fait surtout pour mes parents, parce qu'il fallait que j'ai un diplôme. Je ne savais pas où aller. Les écoles de mode, c'est entre 10 et 15 000 euros par an. C'est très J'ai cher. pas du tout la possibilité de faire ça. Et je n'étais pas non plus dans la bonne ville. Du coup, moi, j'ai juste suivi mon cursus. J'y suis allé, j'aimais la cuisine, j'aimais le service. Il y avait ce côté aussi un petit peu élégant, le fait d'être en costume, de devoir se raser, garder une bonne posture, d'être toujours bien en fait dans l'hôtellerie. Je me suis imprégné de ça, mais je me suis rendu compte après quand j'ai parlé à ma famille, au fur et à mesure, je leur ai dit, mais en fait, moi, je suis pas fait pour ça. Et c'est là où, quand j'ai eu mon diplôme, quand j'ai eu mon bac hôtelier, c'est là où j'ai juste déménagé. Je suis parti, je suis allé à Paris et au final, il n'y avait plus le choix, j'avais pas de retour en arrière, j'ai déménagé pour ça. Donc c'est comme ça que c'est passé, c'est surtout juste s'écouter soi-même, se dire qu'en fait, mais est-ce que tu as pris le bon choix? Déjà que c'est difficile pour moi déjà. C'est dur quand on est jeune comme ouais, ça. tu vois, surtout que quand tu es dans un établissement comme un lycée, tu es guidé de A à Z. On te dit les possibilités par rapport à tes notes et tout. Voilà, on te dit, ah, mais toi, tu peux peut-être pas aller là, tu vois. Et du coup, ça frustre dès le départ. Et du coup, c'est là où tu as envie d'aller chercher. Il y en a qui vont pas forcément le chercher. Il y en a d'autres qui vont le chercher et qui justement essayent. Donc là, pour le coup, je suis vraiment fier d'avoir essayé d'aller chercher plus loin que ce qu'on m'a dit. Et donc les premiers contacts, parce que tu me dis que tu arrives dans les soirées, tu me dis qu'il faut réussir à y aller, être moins timide, mais comment on arrive dans ces premières soirées? C'est quoi la première soirée où tu arrives et tu te dis, ok, là, je crois que je commence à avoir le premier pied là-dedans?
Alors, à savoir que quand j'étais à Nancy, que je faisais les retours à Paris, à ce moment-là, j'ai pas beaucoup de potes. Donc déjà, quand j'allais à Paris, je savais pas trop quoi faire au final. J'y allais juste pour tâter le terrain. Il y a des journées, je passais des journées entières à Paris depuis Nancy. Je partais le matin, je rentrais le soir. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais j'y allais. Et quand j'ai commencé à y habiter, c'est là où j'ai eu mon réseau un petit peu. Tellement j'y allais, j'ai commencé à avoir du réseau. C'était un moment donné où certains ils vont connaître, c'était la période du resell, donc la période de l'achat-revente, de D'accord. Suprême, Oui, etc. oui. Ça fonctionnait beaucoup. Mhm. Où il y avait aussi les Jordan avec les Nike, avec Virgil Abloh, etc. La signature de Virgil Abloh qui est arrivée, qui commençait à bien arriver. Et à cette époque-là, je m'intéressais beaucoup justement aux événements. Et moi, je voyais beaucoup, je commençais un petit peu à être beaucoup plus sur Instagram et autres, où je regardais et je me dis, mais comment il y a des potes à moi qui se retrouvent dans des soirées où tu vois tel acteur, tel truc, mais c'est que forcément, c'est accessible, il y a moyen. Donc je commence à m'inscrire à des agences de presse. Ok. Des agences de presse, c'est connu, peu importe, qui sont sur Paris principalement. Et les agences de presse, elles t'envoient des invitations où tu peux éventuellement voilà, être invité à tel et tel événement. Et après, tu peux rencontrer du monde. Mais c'est venu aussi parce que des fois, j'ai forcé les entrées. Hein. Il y a des entrées, j'ai forcé. Hein. T'étais devant les défilés de Fashion Week. J'ai pour fait, mais essayer d'avoir alors sans espoir de place. rentrer. Hein. Ouais. J'ai Il y fait en a ça. des fois qui rentrent, hein, ils Ouais, laissent bien la sûr. place et ils rentrent. J'espère, mais Si t'es bien tapé, j'y allais même pas pour moi, j'y allais surtout pour voir la vibes en fait. Quelle Mm. ambiance c'était d'avoir des photographes, des tout et tout qui viennent et tout. Pour moi, c'était magique. Mais pour le coup, quand j'y allais devant les défilés ou même devant les événements, genre on appelle ça aussi des release parties, genre il y a une nouvelle paire de chaussures qui sort. Tu peux être invité pour voir en avant-première la paire de chaussures, comme un film en fait au final, sauf que dans la mode c'est des release parties. Et ben, j'y allais juste pour voir la vibe. J'essayais même pas d'y rentrer. Parce que, en fait, pour moi, déjà, je trouvais ça super dommage de forcer à rentrer à un endroit où t'es pas invité, mais je comprends ceux qui le font. Ouais. Je C'est comprends ceux qui. Non, c'est l'opportunisme l'opportunité. poussé à son C'est paroxysme. l'opportunité, mais moi, j'étais pas encore à ce degré-là, là. Ouais, à ce moment-là, j'étais pas à ce degré-là. J'attendais qu'on m'invite quand même. Ouais. Ouais. Mais c'est difficile de forcer. Ah, mais de toute façon, comme ouais, ça. et puis surtout qu'il faut une crédibilité, il faut que tu aies une certaine image. Dans la mode, tu veux pas forcément. Si t'inviterais tout le monde, au final, ça n'aurait pas de sens. Bon, du coup, là, on s'est arrêté à 2023. Ouais. Si on prend la chronologie. Ouais. Aujourd'hui, on est en 2025. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est pas arrêté Ouais. bien, c'est ce qu'on pourrait croire que tu as réalisé le rêve. Tu me disais, c'est le top 1. Mais il y a une suite quand même. C'est vrai que déjà, ne serait-ce que dans l'année 2023, c'était chaud. C'était pas mal. Il y avait beaucoup de choses. Il y a eu Beyoncé. Il y a aussi Chris Brown au même moment, pendant son Europe Tour. Ensuite, j'avais été nommé directeur artistique et styliste pour la campagne publicitaire de la Coupe du Monde de rugby. Okay. Donc, je commençais à me rentrer dans le sport aussi. Ensuite, j'ai travaillé avec des marques comme New Balance. Et puis, en 2024, ça arrive. 2024, là, je passe un cap où j'ai le même statut, directeur artistique et styliste pour la campagne publicitaire des Jeux Olympiques, des Jeux 2024. Là, c'était gros. Et pour moi, c'était fou, quoi. Même année, je fais aussi Festival de Cannes. Où même là, pour moi, c'était fou en tant que styliste, qu'on te paye un billet de train ou d'avion, qu'on te loge, qu'on te paye la nourriture et en plus qu'on te rémunère pour aller à Cannes et habiller quelqu'un. Pour moi, c'est fou. Parce que au début, c'est la galère. Au début, on ne paye pas. Ouais. Tu sais, quand tu commences en tant que styliste, vraiment, il n'y a pas de honte à ça. Tu peux avoir des prix médiocres. Tu peux demander ne serait-ce que 50 €. C'est rien, mais 50 €, c'est rien pour un métier qu'on fait. Et puis là, après, tu peux augmenter à des prix beaucoup plus généreux. Mais pour le coup, moi, passer de je vis en province, je vais à Paris alors que je sais même pas quoi ce que je vais faire et que j'ai même pas encore le métier de styliste, même ni savoir ce que c'est qu'un styliste, ni même faire des études en tant qu'habilleur, pas styliste couture. Pour moi, après, arriver au Festival de Cannes, habiller un producteur qui fait des films en Inde, habiller une actrice, une mannequin internationale et tout, etc., 2 années consécutives, pour moi, c'était incroyable. Pour moi, c'est un métier de luxe. Ce qu'on fait, pour moi, c'est comme quand tu es acteur. Quand tu es acteur, tu es nourri, logé, blanchi, tu es payé, tu voyages. Pour moi, c'est des métiers de luxe, on n'a pas le droit de se plaindre. Parce que c'est de l'argent de poche, finalement, la rémunération. Bah là, au final, ouais, oui. Après, c'est comme ça. Tu es payé là pour la prestation, comme un photographe, comme un DJ, comme tout, pour la créa. C'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que le geste, en fait, le message derrière, il est beau. C'est qu'au final, tu peux tellement être loin des idées que tu penses, tellement tu peux être loin du départ, de partir d'un endroit où pour toi, tu ne sais même pas ce que c'est tel ou tel métier. Et au final, aller jusqu'à des endroits connus à l'international, privés, demandés, c'est ouf, c'est juste un truc de fou. Mais surtout que moi, je ne viens pas d'une famille forcément qui est dans la mode. Tu vois, mon père, il était militaire, ma mère, elle est aide-soignante.
Voilà quoi. T'étais pas, oui, t'étais pas Moi, non, pas prédestiné du à tout. faire ça. Pas du tout, du tout, du Je pense tout. qu'il y a quand même un facteur chance là-dedans, dans la recette Ouais, de cette moi, je crois réussite. quand même à la chance, tu vois. Pour moi, tu vois, c'est comme par hasard, la personne, tu la croises, tu vois. Purée, mais genre, pourquoi moi, ça m'arrive pas, tu vois. Oui, parce qu'il y en C'est... a, qui donnent Ouais, tout, qui travaillent d'arrache-pied, et le ouais. facteur Au chance, final, ça il n'y a arrive pas. rien. Ça arrive pas. Ouais. Ça arrive pas. Moi, là, ça va faire plus de 7 ans que je suis dans l'industrie. Il y a des trucs, je bosse encore dessus. Mais j'ai pas du tout atteint le niveau que je veux. Il y a des marques, là, dans la génération, même là, ces dernières années, au bout de 1 an ou 2 ans, tu les vois déjà grands. Ils font des chiffres d'affaires de fou, ils sont déjà connus. Alors que toi, ça fait 7 ans. 7 ans, tu grattes. Dans tout, n'importe quel domaine, ça fait 7 ans, tu grattes, essaies de faire des trucs, et le mec, en 2 ans, il y arrive. Après, il peut y avoir des facteurs qui sont. Des fois, Chacun il y son en a, oui. parcours. C'est Il y en si a, t'as ils les ont. Voilà, contacts. t'es le fils de Kanye West, Ouais, ou t'es Kanye West, ou t'as 200 000 euros sur ton compte, ou parce que t'es intelligent, ou parce que t'as une team, t'as plusieurs cerveaux. Moi, depuis le début, je suis tout seul. Jusqu'à aujourd'hui, je suis un peu tout seul. Je prends des extras, je prends des prestataires, mais je pense que quand tu veux commencer à développer et grandir vraiment dans ton entreprise ou dans ton statut, il faut être plusieurs cerveaux. Tu peux pas être tout seul. Il faut se rendre à l'évidence, faut savoir déléguer. Et là, du coup, est-ce que tu as commencé, tu me disais au tout début, tu étais devant les release parties, tout ça. Ouais. Tu as commencé à hoster tes propres événements, faire tes propres défilés? Ouais. Il y a eu en fait cette envie-là qui est venue lorsque j'ai officialisé ma marque au fur et à mesure, en partant d'être styliste pour des gens, pour des célébrités et autres. Et après aussi officialiser avec la marque. Et maintenant, en fait, là, cette année, en 2025, j'ai réalisé mon premier défilé pendant la Paris Fashion Week en septembre. Gros step. Merci, c'est gros step. Pour moi, là, c'est le haut du panier aussi. Là, pour le coup, c'était un vrai rêve parce que quand j'ai quitté Nancy, moi, de base, je voulais vivre de la mode. Donc, j'ai vraiment réalisé mon rêve, même si je suis encore loin de plein de choses que je dois faire. Mais faire un défilé pendant la Paris Fashion Week, c'est tout, quoi. Il n'y a pas plus haut dans la mode. C'est Paris, c'est la ville, justement, où tout se passe en termes de mode. Et lorsque tu as réalisé ça, il n'y a pas beaucoup de choses au-dessus, tu vois. C'est dur. Donc moi, c'était vraiment un rêve. J'ai réalisé ça. J'en suis très, très fier. Mais je pense que c'est surtout une moralité. Il y a plein de jeunes qui peuvent le faire. Là, j'ai 25 ans. Je l'ai réalisé à mes 25 ans. J'ai réalisé deux mois après mon anniversaire. J'avais eu 24 ans il n'y a pas longtemps. Franchement, pour moi, en fait, c'était surtout un rêve de gosse parce que je voulais surtout montrer à quel point c'était possible de faire des choses, peu importe avec les moyens financiers que tu as, etc. Donc, ouais. Parce que ça coûte combien, du coup, de faire un défilé? Franchement, normalement, ça coûte des tas de milliers d'euros. Pour moi, normalement, un défilé de base, il faut au moins injecter au moins 50 000, 60 000 euros. Moi, je suis parti avec mes économies, mon argent, avec des jobs alimentaires que je faisais. C'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Il y a un artiste, si t'es pas dans le top 100 de certains domaines, ça sert à rien. Mais on n'est pas tous hyper riches. Non, si t'es pas même, que ce soit même dans les métiers d'acteurs, etc. Peu importe, si t'es pas dans le top 100, c'est difficile à vivre à 100% la plupart de ça. Des comédiens, ils sont très précaires. Hein. Et ouais, bien sûr. Mais même on voit Brad Pitt direct, on se dit, voilà, tu vas faire ton premier film, tu vas toucher 10 millions, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, non, là, le défilé, j'ai jamais injecté tout ça, jamais pu injecter tout ça. J'ai mis quelques milliers d'euros, mais en fait, le truc, c'est que tout vient aussi du fait que pendant des années, tu es obligé d'économiser parce que le métier artistique, c'est pas forcément un domaine le plus reconnu. Et si en France, tu vois, il y a des pays comme, évidemment, les States, en fait, on reprend ça souvent, mais c'est parce que eux, ils sont forts dans la distraction. Ils sont forts dans l'entertainment, dans le divertissement. C'est leur point fort. Chacun a son point fort, en fait. La Suisse, c'est la banque, machin. Il y a des endroits où c'est point fort. Ouais, mais on se disait que la France, Paris, c'est quand même la capitale de la mode. On est le pays de la mode. Il y a des opportunités. Pourquoi c'est pas reconnu, du coup? Si, en fait, ça peut être reconnu, c'est juste que ça peut vite être éphémère, surtout aujourd'hui. Là, aujourd'hui, les gens ils sont tellement lassés que tout peut être éphémère. Ça peut être bien pendant 1 an, mais ça va redescendre très très vite. Difficile de trouver un moyen d'être régulier. Par contre, ce que je peux dire et qui peut être motivant et qui peut être bien, c'est que quand tu as réussi à réaliser un SMIC avec ta propre entreprise, ou alors avec ton propre travail en tant que prestataire. Payer l'URSSAF sans suer. Ouais, non, mais ça, réaliser un SMIC avec ta passion, avec le fait que tu travailles vraiment quelque chose que tu aimes et surtout que tu as bâti, c'est beau, c'est incroyable. Vraiment, tu fais 1 400 € par mois avec un truc
avec ton entreprise, je sais pas, de cosmétiques, avec ta marque d'eau, ta marque de tout ce que tu veux. Mon Dieu, mais t'es heureux. C'est dur de faire aujourd'hui un SMIC. C'est très dur. Ouais, avec ta passion. Et pas grâce à un employeur. Grâce à toi. Grâce à tes prestations, grâce à ce que tu as créé, etc. Donc demain, tu vois, tu crées ta marque de vêtements. Moi, demain, quand j'avais réalisé ma marque de vêtements, je faisais pas beaucoup de chiffre d'affaires. Tu vois. Mais le peu que je faisais, c'était incroyable. Vraiment incroyable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même le défilé que j'ai pu réaliser cette année, c'était même pas pour chercher un bénéfice. Hein. Je n'ai rien gagné. J'étais même en perte avec ce défilé-là, pour être honnête. Là, je suis en mode confidence. Vraiment. Avec limite, tu es en perte. Mais tu fais pas ça de base pour l'argent. Mais quand justement tu as l'argent qui vient, c'est une satisfaction de dingue. C'est la reconnaissance. Ah ouais. Mais vraiment, c'est fou. Du coup, je nous ai ramené quand même pour les petits curieux, là, on va savoir à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, c'est quoi ces dessins, et comment ils se conceptualisent dans la vraie vie. Tu nous as J'ai ramené ramené des petits trucs. Ouais, j'ai ramené des pièces, j'ai ramené aussi des dessins que j'avais fait à l'époque et des dessins que je fais maintenant. Du coup, là, ça, c'est un dessin que j'ai fait, je crois, en 2017. Tu vois, c'est mon premier dessin, c'est un petit cargo d'ailleurs que j'ai réalisé. Là, j'ai 25 ans. Non, mais sur 2017, du coup. 17 ans. Ouais, je suis un 2000. T'es un 2000. Ouais, là, c'est facile. Le calcul, il est vite fait. Mais tu vois, en fait, quand je pars de ça, à aucun moment je me dis que ça va me rapporter de l'argent, ou ça va me faire quelque chose, ou ça va m'emmener quelque part en tant que styliste et tout. Et c'est au fur et à mesure, en fait, quand tu commences à y croire, quand tu t'investis dedans, que c'est là après, moi, là, c'était cette année. Là, pour te montrer un peu différent, là, c'est cette année. L'évolution. Toute une collection. Ouais. Bon, c'est vrai que, en fait, d'un point de vue comme ça, bon, j'ai pas fait ça tout seul, hein, y a une équipe quand même derrière, il y a des gens avec moi derrière. Mais c'est vrai que le fait de partir d'un truc où tu dessines à la main, t'as même pas de capacité, t'as pas appris à dessiner, c'est là où tu peux être que fier de toi, que tu perdes des choses ou non, que tu perdes des amis, que tu perds de l'argent, que tu perds du temps ou pas. Dans tous les cas, t'es content. Et moi, de toute façon, à partir du moment où j'ai fait Beyoncé, je t'avoue. C'est bon, t'as la carte. À partir du moment où j'ai la carte, moi, je t'avoue, j'ai la carte. Ah non, mais tout le monde a son objectif. Tout le monde a son objectif. Mais c'est vrai que là, dans le milieu de la musique, elle vient de te dire, quand j'ai réalisé ça, j'étais trop content. Mais là, pour le coup. Donc là, c'est tous les looks de ton défilé. Ouais, là, c'est tous les looks de mon défilé. Et donc la marque, c'est MCD. Ouais, c'est mes initiales. Okay. C'est mes initiales et en fait, j'ai voulu rester authentique, tu vois. J'ai juste voulu garder mon nom, mon prénom, etc. Et de créer quelque chose de pur, d'authentique que tout le monde peut porter. Aujourd'hui, tu vois, quand tu veux réaliser une marque de vêtements, c'est bien. C'est bien de chercher l'esthétisme, mais il faut chercher surtout l'utile. Et moi, aujourd'hui, je cherche surtout l'utile. Je veux devenir vraiment une marque workwear. J'aimerais collaborer avec des grandes personnes. J'aimerais collaborer avec des marques aussi ailleurs. J'aimerais vraiment être reconnu aussi dans ce milieu-là, parce que le métier styliste, je ne dis pas que j'arrête, mais j'ai envie quand même aussi de voir autre chose et de réaliser aussi mes propres objectifs. Parce que quand tu es styliste pour une personnalité, tu dédies tout en fait. Tu t'oublies. Tu es là pour mettre en avant et mettre en lumière cette personne-là. Et là, tu veux un peu de ouais, moi aussi. Alors, moi, je suis quelqu'un, c'est vrai que j'aime bien, j'aime pas rester anonyme, tu vois. Un peu avoir de l'ego. Hein, ouais, non, je t'avoue que j'aime bien la gloire. Là, c'est vrai que non, vraiment, pour le coup, j'aime bien la gloire. Non, pour le coup, j'aime bien la gloire. Et je pense que tout le monde a, au fond, t'as mis un peu de reconnaissance, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'es styliste pour des célébrités, tu ne penses jamais à toi. Ouais. Tu l'habilles, tu récupères des vêtements, tu traînes des valises avec toi, tu fais attention à son image. Style, finalement. Tu t'adaptes à ton style. Ouais, bah c'est ça en fait. Si la personne elle aime pas, on peut réessayer 15 000 fois les vêtements. Alors que là, quand je crée une collection purement pour moi, je sais qu'à ce moment-là, je le fais vraiment pour moi et que c'est moi qui décide de A à Z sans que la personne puisse dire quelque chose. Et ça, c'était incroyable, vraiment. Du coup, le prochain rêve, ce serait pas que... Là, tu vois, on disait... L'apogée, c'est qu'il y ait Beyoncé qui travaillait pour elle. Ouais. Parce que là, le prochain rêve, ce serait pas que Beyoncé, elle vienne chercher du MCD. Ouais, voilà, ça serait fou. Ça serait fou. Non, ça serait fou. Ça serait fou. C'est vrai que pour le coup, parce que quand j'ai travaillé pour Beyoncé, on était plusieurs, on était quand même pas mal de stylistes en tout. Hein, quand même, c'est quand même monstrueux. Hein, elle a 23 danseurs, elle a les twins aussi, et tout, etc. Je ne pouvais pas tout gérer tout seul. Mais le fait que si un jour elle me démarche pour créer une pièce de ma marque pour elle, ou alors qu'elle savait que ma marque, ça serait un deuxième rêve, un deuxième truc, ça serait fabuleux. Mais il y a encore d'autres objectifs qui peuvent être atteignables, il faut juste y croire. Ouais. C'est quoi tes inspirations en ce moment ? Mes inspirations, vraiment, ça reste la famille, ça reste l'attitude des gens, ça reste le mouvement, les tendances. J'ai envie en fait de me sentir libre. J'ai envie de faire des choses à droite, à gauche. Voilà, c'est un peu ça mon inspi aujourd'hui, c'est de me dire qu'il faut vivre pour soi. Voilà, ouais. Mais quand tu me dis tu vas créer du workwear, ouais. Du coup, est-ce que c'est quelque chose qui serait accessible
à des prix assez abordables. Ouais. Ou c'est vraiment pour les personnes de la vie de tous les jours. Ouais, en fait, Mais qui veulent être stylés quand même. le workwear dont je parle, c'est vraiment esthétisme et utile. C'est des trucs de chantier, c'est des habits militaires, c'est de tout, de la plomberie, c'est tout. En fait, c'est des vêtements de travail solides, mais qu'on fait ça pour que ce soit aussi beau, tu vois. Aujourd'hui, là, franchement, c'est dur de trouver des gens qui veulent dépenser de l'argent seulement dans les vêtements, juste pour l'esthétisme. Si tu fais ça, les gens qui font ça, ils vont sur des petites marques, ils vont des grandes industries, je veux dire. Ouais. Ceux qui veulent acheter vraiment des vêtements pour s'habiller ou pour être stylés, ils se prennent pas la tête d'acheter des trucs qui valent cher. Le but là, c'est d'aller acheter quelque chose de pas cher. C'est pour ça qu'au final, les marques comme moi, les créateurs comme moi, c'est difficile aussi de vivre. Parce que c'est difficile de mettre 100 € dans un pantalon alors qu'à côté, tu vois, la marque, elle est plus connue que toi et elle te vend ça à 30 €, tu vois. Et encore. C'est ça le truc. Donc, je comprends. Moi, je le fais. Beaucoup de gens le font. Tu vois, aujourd'hui, maintenant, on porte une petite pièce, tu vois. Là, je parle en tant que styliste, je pense. C'est quand les gens s'habillent, tu vois. Les gens, moi, quand j'annule une personne, voilà comment je le vois. C'est qu'aujourd'hui, elle se prend pas la tête, elle s'habille la tête aux pieds pour pas cher. Par contre, elle va prendre un petit sac à main à 600 €, une paire de chaussures à 300 balles et peut-être des bijoux qui valent cher de chez Cartier, Van Cleef, etc. Mais par contre, de la tête aux pieds, pantalon, veste, t-shirt, etc., ça va être des choses maximum, elle en a pour 50 € la fille. Mais pourtant, on se rend compte, parce que moi aussi, quand t'as pas les moyens, tu commences à acheter des trucs vraiment pas chers. Ouais. Et tu te rends compte quand t'as à un moment donné, soit t'as voulu investir un petit peu, parce que c'est vraiment des investissements des fois. Clairement. Tu te rends compte de la différence de tissu, de durabilité dans le temps. Tu penses quoi de ce truc-là où là, tu vois, on voit Shein qui débarque au BHV, il y a tout plein de marques là, qui se révoltent face à ça et on peut le comprendre. Toi, en tant que créateur, tu vois comment ce truc-là de ultra fast fashion qui arrive? Il y en a plein. J'en ferai pas de la pub, mais tu vois, il y en a plein. Il y en a trop. Enfin, en fait, c'est surtout qu'aujourd'hui, je comprends pas qu'il y ait des industries comme des enseignes comme Printemps ou Garafette ou autres qui donnent du pouvoir à ça. Donc, je le comprends pas d'un côté, parce qu'il y a plein d'autres talents, plein d'autres marques qui méritent, mais d'un côté, je le comprends aussi parce qu'aujourd'hui, on est dans une crise où le vêtement n'est plus devenu important comme avant. L'image de soi est en train de se dégrader parce que le pouvoir d'achat ici en France, c'est plus possible. Alors on voit, magie du montage, on voit comment ça se passe en dessin et maintenant en réalité. Ouais. Donc là, par exemple, tu vois, c'est un pull assez classique. Ça, c'est les premiers. Ouais, ça, c'est là parmi les premiers. Ouais. Parmi les premiers. Bon, j'appelle ça un merch parce que pour moi, en fait, c'est un truc de tous les jours, justement. C'est un logo. C'est un petit logo, etc. Après, c'est toujours été travaillé avec une coupe assez ample, etc. Vraiment dans le confort. Mais ça, c'était vraiment. Là, ça date déjà depuis 2 ans et demi, 3 ans que ce produit-là, il existe. C'était pas parmi les premiers. Mais en tout cas, c'est vrai j'appelle ça le pull signature, tu vois, par exemple. Et après, cette année, par exemple, on a fait autre chose. On a fait un petit t-shirt comme ça. Là, tu mets une patte. Ouais, là, je mets un peu plus de patte. Et là, tu vois, je sais pas si tu vois, on est sur un aigle qui est en train de dessiner. De dessiner, ouais, il a Dream, mais regarde, il dessine. Là, regarde, avec le stylo, je sais pas si tu vois bien. Ouais. Et donc, c'est toi? Bah, en fait, c'est censé être moi. Ça, je l'ai fait pour la collection du show, du défilé pendant la Paris Fashion Week, où en gros, ça représente un aigle qui est dans son école et qui est en train de dessiner, etc., des vêtements. Pourquoi un aigle? Parce que l'aigle, c'est le symbole de royauté. C'est l'American Dream. Par contre, j'y attendais tellement pas à ça. Attends, c'est leur emblème. Nous, on a le coq, ils ont l'aigle. Tu vois. Ouais. Mais par contre, l'aigle, c'est archi stylé. Non, par contre, moi, tiens, j'ai pris l'aigle juste parce que, en vrai, c'est beau, c'est la royauté, et parce qu'il est libre. Il survole le monde, il est inatteignable, tu vois. Donc, c'est juste pour ça, en vrai, l'aigle de base. Okay. Mais après, là, j'ai ramené une petite pièce un peu plus forte. Donc, c'est pas une veste. Je sais que les vestes, c'est ce qui fait toujours un peu plaire. Là, c'est un pantalon. Okay. Voilà. Et justement, ça fait un peu référence à mon pantalon que j'avais dessiné à une certaine époque. Oui, celui que j'ai montré là, ouais. avec la petite poche cargo qui est juste là. Voilà. Donc, c'est un petit jean, un petit denim comme ça. Donc, j'avais fait pendant cette année pour le défilé. Donc, c'est des petites étapes que j'ai fait. Mais après, de toute façon, il y a des choses qui sont encore plus techniques que ça. Que j'ai pas aujourd'hui, mais voilà, après il y a des pièces que justement j'aimerais que ça devienne aussi vintage, tu vois. Ouais, mais il y a même des pièces maintenant que je peux voir sur Vinted. Déjà, j'étais choqué. Ah ouais. Ouais, il y a des pièces du MCD sur Vinted. Il y a des pièces de la marque sur Vinted. Alors c'est pas du tout en mode truc de ouf, mais quand même savoir que les gens
revendent, achètent, revendent, etc. des vêtements de moi, ça fait penser, je sais pas, comme des vestes Nike à l'ancienne, il y a 20 ans, des trucs vintage. Et moi, c'est bien. La personne, elle le jette pas, quoi. C'est-à-dire qu'elle veut le transmettre. Oui, c'est que c'est pas un truc qui s'est trouvé au bout Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Et ça fait grave plaisir. C'est un peu ça que je cherchais, en fait. C'était Trop ça bien. aussi. Ouais. Très bien. Tu vois, mais il n'y a pas que Beyoncé en rêve. Non, il n'y a pas même que Beyoncé. Vinted peut être un rêve. Ouais. C'est clair. Du coup, on voit bien quand même l'évolution entre le premier, le sweat, c'est la première chose. Là, tu as le jean. Ouais. C'est quoi le travail qu'il y a derrière tout ça? Parce qu'il y a quand même des retours usines, j'imagine, les matériaux. Il y a toujours des gens qui sont insatisfaits. Hein. Ouais. Toujours des gens insatisfaits, c'est normal. Faut satisfaire le client. Mais le plus dur, c'est que les vêtements, il faut que ça aille à une morphologie. Ça, c'est hyper dur. Ça, on en parlait au début. Vous voyez mon pantalon sauté là? Qu'est-ce que je fais pour le faire grande? Non, mais c'est maîtrisé. C'est un style maîtrisé. Il y a une collection tôle ou pas? C'est un style maîtrisé. C'est un style maîtrisé. Non, pour le coup, c'est vrai que les vêtements, déjà, c'est hyper dur. Satisfaire quelqu'un par rapport à sa morphologie, personne n'est pareil. Donc c'est vrai que moi je passe sur un processus. Le processus en fait de ma création, c'est que je commence d'abord par le dessin. Ensuite je fais un prototype. Et si ça plaît, c'est là où je commence à faire produire en quantité pour justement satisfaire mes clients. Mais en soi, il y a tout le temps des retours clients, c'est normal. Qu'est-ce qui te surprend le plus quand tu compares les deux pièces là, avant-après? Parce que je dis ok là, waouh, je vois le... Déjà c'est vrai que la qualité que je faisais à une certaine époque, il y a une qualité à l'époque, la casquette, elle était, tu faisais ça, tu touchais la casquette comme ça, le truc il était froissé, limite s'il y avait un trou dedans, tellement c'était cartonné. Vraiment, je sais même pas d'où ça venait, etc. Je prenais ça des fournisseurs que je trouvais à l'époque. C'était dur aussi de trouver un fournisseur, c'était pas facile. Surtout qu'on n'a pas les thunes. Et surtout que j'étais mineur. J'ai pas les thunes, j'étais mineur. Ah ouais, ça c'est vers l'âge de 16 ans, 17 ans quand même que je me suis lancé, donc on est encore mineur. Et là aujourd'hui, là, faire une collection entière avec des salopettes, des vestes, des vêtements pour femmes, jusqu'à aujourd'hui, ça fait seulement 1 an que je fais des vêtements pour femmes. Je n'avais jamais fait de vêtements pour femmes avant. Pourquoi? Je faisais que mixte. Je voulais que mon vêtement... C'est intéressant. Ouais, moi je voulais absolument que mon vêtement aille pour la femme et pour l'homme. Je ne voulais pas que ce soit que pour l'homme ou que pour la femme. Mais en vrai, tous les vêtements devraient être mixtes. Moi j'aime trop aller... Ouais. Le rayon homme. Ouais, ça c'est donc forcément oui, faut oser. Mais il y a des pièces de fou. Enfin, là, la veste avec laquelle je suis venue aujourd'hui, je l'ai pas sur moi, mais c'est une veste rayon homme. Je trouve qu'il y a des trucs hyper stylés. Et on a trop voulu dire, mais là c'est pour les mecs, là c'est pour les meufs. Mais tu fais bien de faire ça. Hein. Et en vrai, du coup, tu déniches des pépites. Et en plus, les mecs, des fois, ils aiment trop mettre les pépites de côté et ils vont pas aller sur les trucs les plus extravagants. Tu fais bien de faire ça. En tout cas, chez vous, les femmes, vous, c'est facile. Oui, c'est plus facile. Il y a des hommes, pour eux, c'est facile, juste ils ont pas encore assumé ça. Ouais. Parce qu'il y a des belles pièces aussi chez les femmes. Mais le problème, c'est que nous, on doit prendre 2 fois, voire 3 fois la taille au-dessus de la normalité. Et puis, il y a cette honte aussi, peut-être, de se dire, je m'habille en meuf. Ouais, bah là, en tout cas, aujourd'hui, à notre époque, ça l'est de moins en moins. Aujourd'hui, je commence à faire des vêtements pour femmes. Mais de toute façon, en tous les cas, c'est aussi Beyoncé et d'autres clients qui m'ont aussi beaucoup inspiré sur ça et de vouloir faire aussi des vêtements pour femmes. Et il y a une spécificité, du coup, quand tu passes quand même d'un truc mixte à un truc femme? Ouais, toute la mensuration, les morphologies. Il faut gérer la poitrine, les hanches, il y a énormément de choses à gérer. Faut savoir que dans le vêtement, tu ne fais rien sans un patronage. Un patronage, c'est une recette. C'est comme une recette de cuisine. Comme tu fais une recette de cuisine, tu es obligé de savoir quel ingrédient tu dois prendre pour construire le gâteau. Sans un patronage, dans une ligne de vêtements, tu ne peux rien faire. Rien faire. Donc en soi, le patronage, en fait, c'est un peu comme un calque que tu vas mettre sur un bout de tissu pour après faire la découpe. Et il faut que le patronage soit parfait. Parfois, un prototype peut revenir à 1 000 €, alors qu'à la revente, il va peut-être être... Alors que quand tu vas le faire en quantité, quand tu vas le revendre le produit, peut-être qu'il va coûter que 50 € ou 100 €. Mais un prototype, un premier vêtement que tu vas créer, un sample, qu'on peut aussi appeler ça, ça vient de la musique un petit peu. Ouais, c'est vrai. On avait dit les liens hip-hop, tout ça. Ah, ça arrive comme ça, attaque. Ça peut coûter des milliers d'euros pour faire juste un vêtement, juste un test. Ouais. Tu vois? Et ouais, hein. Et puis après, ça y est, la recette, elle est... Ouais, mais au final, c'est comme la musique, en vrai, ça se relie. Parce que tu sais, quand il y a un artiste qui va au studio, il s'entraîne. Une collection, c'est comme un album. C'est des maquettes, en fait. C'est des maquettes, c'est plusieurs... Moi, c'est plusieurs looks. Mais lui, c'est plusieurs titres de musique qui sont dans un seul projet. Donc, un album et une collection, c'est exactement pareil. Donc oui, ça se relie. Le hip-hop, pour moi, la musique en général,
et les vêtements, la mode, ça se relie. C'est ce processus créatif, quoi. C'est un- Bon, pour ceux qui nous regardent et qui sont un peu admiratifs, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour voilà, peut-être quelqu'un qui a 17 ans comme toi à l'époque, qui nous regarde, Ouais. qui a envie de se lancer, ça le fait rêver, il est dans son école où il voulait pas être, parce que la conseillère d'orientation lui a dit d'y aller. Ok. Ce serait quoi ton conseil? D'être différent. À une certaine époque, être différent, c'était limite malheureux, mais sois différent, c'est comme ça que les gens te remarqueront. Eh ben on entend. Voilà. On va finir par un petit format snacking, c'est comme ça Ok. qu'on l'a appelé. Donc tu pourrais répondre par vrai ou faux. Vas-y. Ok, T'es trop chaud? bien. Ah, j'adore. Trop Allez. bien. Ça, c'est stylé. Donc un styliste passe ses journées à dessiner des croquis. Pas du tout. Pour habiller une star, il suffit d'avoir du goût. Faux. Le stylisme, c'est surtout du stress et des délais impossibles. Oui. Les stars choisissent toujours elles-mêmes leur tenue. Non. Moi, j'avais vu ça, NASA, là, il a fait Ouais. un truc avec Loris Giuliano. Ouais, Il non. a dit que sa valise, on lui fait, il savait pas ce qu'il y a dedans. Ah, il paraît ouais. que sa valise, il savait pas ce qu'il y a. Ça peut, mais bon, dans tous les cas, ouais. Travailler avec une célébrité garantit automatiquement la réussite d'une marque. Non. Les stylistes ne portent jamais leur propre création. Moi, oui. Tu portes. Ouais. Est-ce que t'as déjà créé un vêtement juste pour te faire kiffer, toi? Je dis, je veux le porter. Non, par contre, j'ai jamais fait ça. Ah, tu vois. Mais je peux. Le stylisme, c'est plus de logistique que de créativité. Ouais. Tellement vrai. Vrai. Les réseaux sociaux sont devenus aussi importants que les défilés pour un styliste. Oui. Pour être crédible, il faut absolument passer par une grande école de mode. Non. Et enfin, on peut faire carrière dans le stylisme depuis la France sans forcément vivre à Paris. Oui. Mais il faut s'accrocher. Vraiment. Faut s'accrocher quoi qu'il arrive. Ouais. Bon, est-ce que t'es fier de toi finalement avec tout ça? Là, on a fait une rétrospective, tu peux dire que t'es fier de toi? Le syndrome de l'imposteur que t'avais quand t'es arrivé dans les couloirs de Beyoncé, où tu t'es dit, ah, tu l'as vite balayé, c'était ta Purée. place. Là, t'es fier de toi? Ouais, je suis content. Parce que je suis plus anonyme. Ouais. Ouais, je suis content, mais il y a encore des choses à faire, mais je suis content. Et toi? Moi, ouais, moi, je suis fière de moi. C'était bien, hein. Franchement, pas Ouais. tous les jours, mais il y a des moments de down. Ouais. Et il y a des moments où tu prends du recul. Bien tu te sûr. dis, ok. Ouais. Notre média, il s'appelle Vive, comme tu sais. Si tu devais commencer une phrase, ça commence par Vive, ce serait quoi? Vive le vent. Pardon, je suis mort. Non, mais- Vive le vent, allez. Jingle. Il a dit super. Vive les entrepreneurs. Vive la différence. Vive la différence. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires et surtout à retrouver Marvin sur ses réseaux sociaux, retrouver sa marque et toutes les inspirations et la suite, parce que c'était que le début finalement. C'est que le début C'est que finalement. le début. Merci à vous. Je sais pas si toi t'as un dernier mot, une promo, une activité. Que du bonheur. Allez, bye. Reviens, ciao.